Le Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission tous les jours sur Radio Espace. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. C'est ça, les GG. Encore ce matin, mesdames et messieurs, au menu, un seul sujet. Vous le savez très bien, c'est tombé ce week-end. Le président Alpha Condé, par un décret rendu public samedi, convoque le corps électoral aux urnes le dimanche 30 juin 2013. Selon des informations, le chef de l'État avait pris toutes les précautions pour s'assurer que la communauté internationale l'accompagnerait à cette date. Mais pas l'opposition qui se fâche après sa décision. Ce décret met-il fin au cadre de concertation? C'est la question que les GG posent ce matin. Comme invité exceptionnel chez les GG ce matin, mesdames et messieurs, Kiridi Bangoura, ministre chef de cabinet à la présidence de la République, et la cellule d'Alain Diallo, président de l'UFDG et membre du collectif. Nous allons les avoir en direct dans cette émission et en studio. Voilà, mon cher ami Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Moussa Moïse Sila. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo Aboubacar. Bonjour Lamine. Monsieur Ibrahim Bantankoba, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, allez, beaucoup de choses à dire ce matin. Voilà. On va essayer d'aller droit au but. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour. Voilà, bien. Allez, beaucoup de choses à dire ce matin, Moussa Moïse, voilà, qui posait cette question tout de suite. On se dit quelque part que tout a été minutieusement préparé. N'ayons pas peur de dire les choses. Monsieur Kiridi Bangoura, que se passerait-il exactement? Le 30 juin, nous allons partir aux élections. Et c'est fait. Il n'est pas de la radio. Non, vous êtes trop branchés. Il n'y a pas de souci. Alors. Et très sincèrement, Ouais. la première impérieuse et fondamentale mission Ouais. de monsieur le président de la République, Ouais. c'est de garantir la mise en place des institutions républicaines et d'assurer leur fonctionnement régulier. Ouais. Et si vous vous souvenez, la fameuse investiture présidentielle est une séance solennelle où le président de la République s'engage sur la Constitution et sur les institutions. Et donc il est important, quelles que soient les nécessités, tout encore est plus indispensable aujourd'hui qu'hier Ouais. du dialogue, Ouais. que nous puissions quand même doter notre pays d'une Assemblée nationale qui reste la clé de voûte pour la mise en place de la Cour constitutionnelle, pour la mise en place du Conseil économique et social, pour la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales, pour la mise en place de la nouvelle Cour suprême. Toutes ces institutions qui font de notre État un État de droit évident, fonctionnel, ne peuvent être mises en place sans la tenue des élections législatives. Oui, mais la question c'est pourquoi maintenant le président de la République décide de convoquer le corps électoral. Il l'avait jamais fait, parce que à 2 ou 3 reprises, la CENI lui avait fait une proposition de date. C'est maintenant qu'il prend tout le monde de court, on a cette impression, alors qu'il y avait un dialogue qui était amorcé. Le dialogue se poursuit. Encore une fois, c'est extrêmement important d'insister sur cela. Monsieur le président de la République, si vous avez remarqué, Ouais. à plusieurs reprises, a été même, je dirais, pris à partie par ceux qui sont politiquement les plus proches de lui, parce qu'il a toujours tranché dans le sens du dialogue. Il a toujours demandé à la CENI de reculer ses propositions de date pour donner la chance au dialogue. Même si cette CENI est indépendante. Et il a sollicité, je dis bien encore une fois, il ne donne pas d'ordre à la CENI, d'accord. il présente des arguments et il a exigé, il a dit publiquement que toutes les conditions techniques soient réunies pour aller aux élections. Ouais. À date aujourd'hui, ces conditions techniques sont réunies. La sécurisation de l'opérateur Waymark est au maximum et cette sécurisation est neutre et transparente. Ouais. Je vous donne quelques éléments de sécurisation. Et avec l'aide de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, on va mettre en place un système de monitoring au site central. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un journal informatique régulier de tout ce qui se passera sur le fichier électoral, quel que soit le lieu du territoire national où l'enrôlement se déroule. Ça, c'est un. Et deuxièmement, un prestataire technique va être requis par l'Union européenne, payé par elle, recruté par elle, qui va gérer en outsourcing le dédoublonnage du fichier. C'est-à-dire il sera plus possible de retrouver un électeur avec 2 cartes d'électeurs notamment. Ce système-là sera géré par la communauté internationale et donc totalement en surveillance de l'opérateur qui a été préalablement chargé de la tâche. Troisièmement, il est proposé qu'un comité technique de suivi
composé des partenaires, composé des commissaires de la CENI et composé des représentants des partis politiques allant aux élections, de l'opposition et de la majorité, pour suivre pas à pas les travaux de la CENI et pouvoir intervenir à n'importe quel moment. Je vous donne ces éléments de sécurisation parce qu'il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de quoi? Il s'agit de garantir l'expression libre et comptée du citoyen guinéen. Alors l'expression libre, on le sait très bien, mais c'est seulement maintenant que on apprend pratiquement toutes ces informations avec vous. Pourquoi ne pas communiquer un peu plus tôt de tout cela ou ne pas attendre lors du dialogue Il y a un paradoxe, Monsieur Kiridi Bangoura. S'il vous plaît, les spécialistes, après ça, personnellement, je ferai un effort pour voir comment on va venir pour que vous nous conseillez de mieux communiquer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Mais ce qui est important, c'est que, vous savez, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Extrêmement important. Pour sécuriser la démocratisation de notre pays. Parce que le temps qui a été pris pour le dialogue, le temps qui a été pris pour régler les problèmes techniques au niveau de l'opérateur, le temps qui a été pris pour donner toutes les garanties de sécurité, de transparence et d'équité était un temps indispensable. Le président a encouragé à ce que ce temps soit pris. Mais le président n'est pas seul maître des institutions de notre pays. Et l'institution, de par la loi 016, qui est mandatée à organiser les élections de notre pays, c'est la CENI. À un moment donné, la CENI, si elle est prête, et que cela... Même si cette CENI, à un moment donné, nous a toujours dit qu'elle est prête, entre-temps, quand on revoit, ce n'est pas vraiment ça. Vous savez, le principe de compétence générale permet au chef de l'État, et quand il lui est proposé de prendre une décision, de s'informer largement pour avoir des assurances avant de la prendre. Si vous vous souvenez, Monsieur le Président de la République n'a jamais signé de décret. Il n'y a jamais eu d'ingérence de la communauté internationale en ce qui concerne ce décret, Monsieur Kiridi Bangoura, sans langue de bois. Sans langue de bois, sans langue de fer, aucune ingérence. Alors, selon nos informations, le Premier ministre a quand même fait le tour des diplomates en poste à Conakry. Et ces diplomates lui ont demandé d'engager automatiquement le processus électoral. Vous savez, il faut quand même qu'on fasse attention à une chose. Que Monsieur le Premier ministre, qu'il a fait avec beaucoup de doigté et d'ardeur, consulte tout le monde dans la classe politique, consulte aussi nos partenaires avec lesquels nous sommes engagés pour le développement de notre pays, et développement politique, et développement social, et développement économique, c'est tout à fait normal. Mais la décision de l'État guinéen n'est prise que par les instances agréées pour cela, en tenant compte de l'environnement national et en écoutant aussi nos partenaires. Nous vivons dans un monde duquel nous ne pouvons pas nous isoler, ce serait dangereux pour nous. Alors, Monsieur Kiridi, vous pensez franchement que le dialogue peut se poursuivre en toute sérénité, et alors que nous voyons que tout ce à quoi pourrait aboutir ce dialogue est déjà fait? Vous avez déjà tranché sur la date des législatives, vous avez déjà tranché sur le couple Sabari-Wemak, et également sur la question peut-être des Guinéens de l'étranger. On peut s'attendre à quoi? Encore une fois, ce qui tranche en démocratie et en république, ce sont les lois et les règlements. Ce qui tranche, ce sont les lois. En clair, la loi guinéenne dispose que c'est la CENI qui propose au chef de l'État la date des élections. Non, mais on parle pas. Le chef de l'État regarde que toutes les conditions se réunissent. Est-ce qu'il a regardé? Monsieur le Président de la République a un contact régulier avec ses frères de l'opposition et de la majorité. Il maintiendra ce contact. Il parlera avec tous. Il essayera de convaincre chacun sur la bonne foi des uns et des autres, et il demandera à chacun de continuer à faire des efforts pour que tout le monde se sente à l'aise dans le processus enclenché. D'accord, Monsieur Kiridi, on le sait très bien, le cadre de concertation qui doit donc, si ce cadre démarrer, alors on devait discuter non seulement du vote des Guinéens et l'étranger, mais également de la question Wemak, Sabari, technologie, tout ça. Mais finalement, de quoi est-ce qu'il sera question lors de ces différentes rencontres? Est-ce que le dialogue n'est plus sans objet? Il y a un objet fondamental au dialogue. Si les institutions assurent l'armature d'une démocratie, le dialogue en est la physiologie. Personne ne peut imaginer une démocratie qui fonctionnerait sans entretenir avant, pendant et après les processus électoraux ou autres le dialogue. Si nous tenons tant à mettre en place l'Assemblée nationale, c'est pour donner un cadre formel et institutionnel au dialogue social et politique dans notre pays. À n'importe quel prix? Pas à n'importe quel prix. Mais justement, parce qu'à vous entendre, on a reçu le porte-parole du gouvernement la semaine dernière dans cette émission qui disait comme quoi, de toute façon, la confiance, il y a une crise de confiance entre la mouvance et l'opposition. Et si on se réfère un petit peu à ses propos, il dit que, en tout cas, en substance, il nous a fait comprendre, attendez, monsieur Skrivi, il nous a fait comprendre comme quoi le facilitateur, finalement, mais n'aura rien à faire dans ce sens que la confiance n'est pas là. S'il vous plaît,
Et je crois que c'est pas ce que... C'est ce qu'il a dit la c'est semaine pas ce dernière. que le ministre Damanta a dit exactement. Il dit En que substance, je dis. l'efficacité d'un facilitateur dépend en bonne partie de la bonne foi des partis en présence. Justement. Et ça, c'est acté, c'est dans les standards internationaux. Maintenant, entre nous, je vous le dis tranquillement pour que vous puissiez savoir jusqu'où nous sommes décidés à rester fermes sur les grands principes qui assurent la construction démocratique de notre pays, à rester ouverts sur la nécessité du dialogue, à rester ouverts aussi sur la sérénité à retrouver pour les uns et les autres, pour que justement le cadre de dialogue aujourd'hui est activé par la désignation par M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et de M. Saïd Djinnit. Quand même, c'est un très haut niveau. Il sera assisté sûrement par les experts de la division de l'assistance électorale des Nations Unies. Donc, tout est en place pour que ces messieurs rentrent en jeu et voient avec nous si les décisions prises sont les bonnes décisions. Mais les décisions concernant la République de Guinée doivent être prises par rapport aux lois guinéennes et à nos engagements internationaux. C'est ce qui fait que monsieur le Premier ministre, fort heureusement, tout en discutant avec la classe politique, s'entretient aussi avec la communauté internationale représentée dans notre pays. Oui, mais est-ce que cette Djinnit pourra changer quelque chose à l'ordre des choses? Parce que déjà, vous avez c'était une façon d'adouber le couple Weymark Sabari, sans le dire. Est-ce que cette Djinnit aura la possibilité? Encore une fois. Vous savez, vous êtes tellement rapide ici que c'est toujours intéressant de venir faire un footing cérébral avec vous. C'est un vrai footing cérébral. Excusez-moi. Ah ben voilà, il est perdu. Non, je suis pas perdu. Tu ne peux pas me perdre, petit frère. Hein? Là où tu es assis, là où tu es assis, j'ai animé ça quand j'étais étudiant. Hein? J'ai animé là-bas. Donc, tu ne peux pas me perdre. Allez-y, Amaka Dallo a posé une question. Donc le véritable enjeu, c'est pas Weymark Sabari. Le véritable enjeu, est-ce que le fichier électoral est intègre, transparent et équitable? C'est ça la question fondamentale. Alors, vous pose la question. À qui de répondre à cette question? À cette question-là, les standards internationaux existent. Il y a eu une conférence à Prague en 2005. Je me souviens, j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, où on a défini les standards internationaux d'évaluation d'une élection. C'est d'abord le cadre juridique et légal. Il existe en Guinée. C'est un opérateur dont le travail répond à un certain nombre de critères techniques internationalement admis. C'est ce que le rapport de l'expert de l'Union européenne, venant endosser le rapport du PNUD, venant endosser le rapport de l'OIF, a fini par conclure. Le problème est que l'opposition n'y croit pas. Encore une fois, le problème de l'opposition, c'est pas d'y croire ou pas, c'est de prendre les garanties par sa propre capacité d'être sur le terrain pour défendre avec les observateurs et nationaux et internationaux. On vous rassure, il y aura les observateurs et nationaux et internationaux. Dans le monde d'aujourd'hui, avec le système de outsourcing pour le traitement du dédoublonnage, avec le système de monitoring, personne ne peut s'amuser à travailler sur un fichier. Alors, à vous entendre, c'est comme si le fichier guinéen est véritablement propre. Alors, vous pensez que le fichier guinéen n'a jamais été aussi propre que maintenant? Je vous dis, à la fin, on dira cela à la fin du processus de révision que je crois que la CENI a convoqué pour redémarrer demain. Et à la fin de ce processus de révision, comme la loi le dispose, les listes électorales provisoires sont affichées dans les localités. Et au niveau des commissions administratives de révision des listes électorales. À ce moment-là, on jugera de la qualité ou pas de la liste électorale. Mais que de préjugés. C'est-à-dire, avant même qu'on ne soit en position de juger par les faits, on prend les arguments, on prend les spéculations pour la réalité. Il est extrêmement important de rester dans ça. Oui, Allez-y, Monsieur Bangoua, si la date de 30 juin ne tue pas le cadre de concertation, vous ne pensez pas que la reprise des opérations de révision de liste électorale, elle, ne tue pas ce cadre? Vous savez, j'ai une petite expérience qui me permet d'affirmer ceci. Que quand on est décidé à dialoguer, le processus parallèle de préparation et de dialogue ne s'oppose pas, mais au contraire, peuvent se fusionner harmonieusement pour améliorer le processus et donner des garanties à tous. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais vu qu'on arrête un processus électoral sous prétexte qu'on dialogue. Je n'ai jamais vu aussi qu'on arrête de dialoguer sous prétexte qu'on a fixé la date de il ne s'agit pas d'arrêter toutes les activités de la CENI, mais particulièrement la révision. Encore une fois, souvenez-vous de la longue litanie des concessions que Monsieur le Président de la République a arrachées à une institution comme la CENI. Je dis bien arraché
par sa sensibilisation, par son engagement démocratique. Oui, ici, la CENI, on a demandé le départ de l'UCENI, le départ de l'UCENI a été acté. On a demandé maintes fois à la CENI d'arrêter le processus de révision. La CENI a arrêté le processus de révision. Ce que je veux dire, si ceux qui aujourd'hui se plaignent de cette décision avait utilisé utilement les 3 semaines depuis l'installation de monsieur le Premier ministre dans son rôle naturel de médiateur, d'animateur du cadre de concertation, si ils avaient utilisé positivement et non en bloquant le débat, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous pensez effectivement que c'est l'opposition qui n'a pas su utiliser à bon escient ce temps, alors qu'au sein du gouvernement même on a senti une cacophonie non dissimulée. Encore une fois, la diversité ne veut pas dire cacophonie. On a vu le ministre Alassane Koné ramer à contre-courant des décisions prises par le Premier ministre. Non, je n'ai pas acté cela. Peut-être c'est une perception, mais c'est pas une réalité. Je ne crois pas qu'un ministre de la République puisse aller à contre-courant d'une décision. Oui, mais quand le ministre de l'administration informe, adresse un courrier à l'opposition pour dire désormais qu'il y a 4 facilitateurs et que c'est lui qui préside le dialogue. Encore une fois, chaque fois que l'opposition, je dis bien l'opposition républicaine, parce que je crois fondamentalement qu'elle doit le rester. Chaque fois que l'opposition républicaine s'est sentie mal à l'aise sur un détail organisationnel, fonctionnel du cadre de concertation, monsieur le Premier ministre a fait des efforts pour reculer, pour que les gens avancent. Bien. Cela a été fait. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est utiliser utilement le temps qui nous reste d'ici la tenue des élections. Voilà, il faut le rappeler à M. Kiridi Bangoura, ministre, chef de cabinet à la présidence de la République. Non. J'ai une petite promotion entre-temps. Allez-y, ministre secrétaire général. Voilà. Ça, c'est notre secrétaire de rédaction. Justement. La question que je me pose véritablement, M. Kiridi Bangoura, c'est pourquoi avoir autant précipité le départ de l'autre opérateur qui était là avant Wemac. Ouais, pourquoi Sagem est parti? Là aussi, il n'y a eu aucun départ précipité. Quand le gouvernement du professeur Alpha Condé s'est installé, il n'y avait aucun contrat qui liait la SAGEM à la République de Guinée. C'est ça la vérité. Vous l'avez appris forcément ce week-end avec l'opposition qui menace de reprendre les manifestations. Comment allez-vous faire? Écoutez, il y a des principes simples dans le fonctionnement d'une république. Si la manifestation est un moyen d'expression, aucun démocrate ne s'y opposera. Si cette manifestation respecte tout le cadre réglementaire qui est mis en œuvre justement pour cela. Si la manifestation est un moyen de substituer le dialogue par la violence, nous le regrettons et nous demandons à nos frères encore une fois de jouer leur rôle républicain. On est dans un temps éminemment historique. Comme le disait Sartre fort justement, il y a des moments où ni notre pensée, ni notre égoïsme, ni notre générosité ne peut faire autre chose que s'incliner devant la raison historique. La raison historique aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, c'est de mettre en place une assemblée où toutes les sensibilités politiques de notre pays sont représentées. Bien. Et toute manifestation qui est une utilisation de la liberté d'expression dans la paix, dans le respect d'autrui, dans le respect des principes que nous connaissons tous, dans le respect aussi du tissu social et de l'unité indispensable pour le développement de notre nation, il n'y a aucun problème. Bien. Mais la manifestation ne doit être ni une menace, ni un outil de violence. Donnez-nous beaucoup plus de détails sur la question Sagem. C'est un opérateur quand même qui est venu suite à un appel d'offres international. Est-ce que je peux vous donner une historique de Sagem? Après les élections de 2005, s'est posé la question pour les organisateurs de l'époque, qui était le ministère de l'Intérieur, de passer à la biométrie. Une négociation a été faite par l'Union européenne. Je crois qu'on avait fait une provision à l'époque de 12 millions d'euros pour chercher un prestataire qui allait aider la Guinée à passer du fichier du fichier analogique qu'on avait à un fichier biométrique. Et on a commencé à chercher à l'époque les prestataires. Entre-temps, d'autres gouvernements se sont succédés et Sagem a été recruté avec une assistance technique du PNUD. Ce contrat est arrivé à son terme en 2011. À la fin des élections présidentielles, ce contrat est arrivé à son terme. Donc le gouvernement n'a jamais renvoyé Sagem. Le gouvernement a trouvé une situation où il n'y avait pas de contrat. Ça, c'est un. De deux, le gouvernement n'avait aucun moyen légal de renvoyer ou de sélectionner un opérateur. C'est la CENI qui, ayant constaté qu'il n'y avait pas de prestataire, a lancé un processus de recrutement et a recruté l'opérateur Wemac qu'ils ont recruté en groupement avec un opérateur guinéen. Donc finalement sous l'air Alpha Condé que le contrat a été donc signé. Voilà. Donc c'est finalement sous l'air Alpha Condé que la société Wemac a signé le contrat avec l'État guinéen. La société Wemac est en Guinée
entre les deux tours de la présidentielle, c'est acté. Il y a une lettre de feu Ben Sekoussila, paix à son âme, qui a été publiée. On sait tous que Weymark était en Guinée pendant la présidentielle de 2010. Ça, il ne faut pas revenir sur ça. Il faut laisser les faits au-dessus de tout. Peut-être, avant de terminer, de quoi va-t-on discuter dans ce cadre de concertation maintenant? On va discuter de la transparence des élections. On va discuter de l'équité des élections. On va discuter de l'universalité des règles qui sont appliquées à cette élection. C'est-à-dire, toutes ces questions-là que vous croyez réglées, parce que simplement, on a fixé la date, sont des questions qui peuvent être encore abordées par les uns et les autres en veillant simplement qu'il y ait un calendrier de résolution qui permettent leur implémentation. Même la question de l'opérateur. Quoi? Même la question sur l'opérateur. La question de l'opérateur, c'est comme la question de l'arbitre. Ouais. La question que vous posez en tant que grand footballeur que vous êtes, est-ce que l'arbitre est équitable et juste? Si vous avez des garanties qu'il est équitable et juste, vous allez vous jouer votre match. Mais vous ne pouvez pas dire, moi, tant que c'est l'arbitre là, je ne joue pas. Vous êtes obligé dans ce cas-là de faire forfait. Donc et je ne le souhaite pas à notre pays. C'est un forcing, quoi, en clair. C'est pas un forcing. Quand on applique les lois de la République, Monsieur Guirassy, on ne fait pas de forcing, on prend ses responsabilités. À cette allure, on risque d'avoir une Assemblée nationale monopole, Monsieur Kiredivango. Ce risque-là, pour moi, à date d'aujourd'hui, ce rythme n'existe pas, parce que le processus de dialogue reste et demeure. Voilà. Alors, l'autre question aussi, hein, on a envie de comprendre. Est-ce que vous avez eu des approches avec l'opposition depuis ce week-end, quand le décret a été publié? Vous savez, je suis dans une position, comme on dit en Soussou, je suis un peu le crapaud du marigot. Donc, on ne peut pas dire tout ce qu'on voit. On ne peut pas voir tout ce qu'on dit. Vous êtes chez les grandes gueules ici, mon cher grand frère, comme vous le dites. Pour moi, est-ce que vous avez des approches? J'ai un titre à vous proposer. Est-ce que vous avez eu des approches avec l'opposition? Pour moi, les grandes gueules, c'est surtout des fines bouches. Hein? Non. C'est de très fines bouches. Vous n'allez pas nous appeler comme ça. Est-ce que vous avez des approches avec l'opposition depuis pour parler un petit peu de ce qu'on a trouvé? Monsieur le Président de la République maintiendra le contact avec ses frères de l'opposition et de la majorité. Il continuera depuis ce week-end. En restant depuis ce week-end, est-ce que vous avez eu des approches avec l'opposition? C'est aussi simple que ça. Oui ou non? Réponds pour moi. Mais la question, je pense que... Parce que le problème que tu as, je vous dis que Monsieur le Président de la République maintient et maintiendra tout le temps le contact avec les uns et les autres, tout en restant au-dessus du débat. Il fera tout. Sauf qu'apparemment, le fil du dialogue est littéralement rompu. Vous savez, nos frères de l'opposition et ceux de la majorité, donc les politiques qui sont en jeu et le président au-dessus, sont tous des Guinéens. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, le souci de l'avenir de ce pays, de la paix dans ce pays, de la liberté, de la prospérité de ce pays. Donc je suis sûr que les uns et les autres accepteront de fournir les efforts pour maintenir le fil tenu du dialogue et avancer ensemble. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des impératifs de calendrier et guidés, doublés d'enjeux, on va dire, financiers colossaux? Parce que le gouvernement attend forcément une manne financière importante de la communauté internationale. Est-ce que c'est toutes ces raisons qui ont poussé Alpha Condé finalement à opérer ce passage en force, on va dire comme ça? Il n'y a pas de passage en force en Guinée, sinon ce passage en force aurait eu lieu il y a 1 an, il y a 2 ans. Arrêtez cela, quand même louer la patience et la hauteur de vue de Monsieur le Président de la République. Voilà. Je pense que nous on n'est pas là pour... Allez-y avec moi. Mais ce qui reste clair... Non. Vous êtes là pour me permettre de vous dire que quand un effort est fourni, il faut le reconnaître. Bien sûr, alors, on le sait très bien. C'est clair qu'aujourd'hui, l'opposition a des craintes. Mais selon nos informations, c'est que l'opposition a des craintes parce que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cadres qui se trouvent aux côtés du professeur Alpha Condé qui ont participé à l'organisation d'un certain nombre d'élections dans ce pays, des élections qu'on a participé, trichées, des élections truquées. Et donc, les gens ont aujourd'hui peur. Vous savez, ça c'est la spéculation et le refus du Guinéen d'accepter l'excellence. Comment vous voulez une élite dure 50 ans? Les générations 20 ans seulement. Pourquoi vous voulez que la Guinée ne bénéficie pas de ces élites? Dans l'opposition, c'est les mêmes. C'est les élites guinéennes qui ont été premiers ministres quand moi j'étais ministre. On a organisé les élections ensemble. Et je peux le jurer que les élections que j'ai organisées en 2005, on le cite en référence parce que tout le monde sait qu'à l'époque, c'est vrai,
avec M. Cellou Dalein Diallo comme Premier ministre, nous avons fait l'effort de faire progresser le système électoral. C'est pendant ces élections que j'ai organisé, qu'on a fait le bulletin unique, qu'on a fait l'une transparente, qu'on a donné à chaque parti la copie de son PV de bureau de vote. C'est pendant ces élections que ce qui est la CENI aujourd'hui a été préfiguré. En négociation à l'époque avec Baousman, avec le Premier ministre Dalein, avec tous ceux qui sont dans l'opposition et dans la majorité actuelle. Je vous dis cela pourquoi? Admirons de temps en temps ce que nous sommes. C'est-à-dire on a un défaut en Guinée aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a bien joué. Ah, lui il joue trop bien. Il faut l'éliminer pour que moi je joue. Je vous le dis parce que vous êtes les élites guinéennes. Arrêtez de croire qu'on va changer de personnel. On doit améliorer notre leadership. Ce n'est pas notre intention, monsieur. Non, attendez. On va changer de personnel. Non. Intention. Non, tu sais pourquoi je suis heureux que vous me posez cette question? Non. Comme si je me sentais coupable, j'allais chercher à m'entendre avec vous. Mais je vous dis, j'ai organisé des élections qui sont documentées, dont tout le monde connaît. Donc vous êtes un expert à la matière. Mais heureusement qu'en 10 ans d'exercice au ministère de l'Intérieur, que j'ai pu acquérir quelques compétences. Vous imaginez, 10 ans, vous gérez un problème et vous n'avez aucune expertise dedans. Donc ce qui fait peur, c'est la voix du peuple. Ce qui fait peur, c'est les règles. Tout à fait. Alors, on essaie de transférer ça. Attendez, Moussa Moïse, laissez-moi poser cette question. Parce que vous êtes un expert à la matière. Dans ces situations-là, vous savez très bien que l'opposition n'est pas du tout contente. On organise des élections le 30 juin. Les lendemains des élections, Bantanko a beaucoup insisté là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous pensez moi, je ça aussi, parce que vous êtes un expert à la matière. Justement parce que je suis un expert, c'est pour ça que j'ai aimé votre question. Parce que c'est l'occasion de dire ce qu'on a fait de bien aussi. On n'a pas fait que des bêtises dans ce pays. Non, pas du tout. Maintenant, je vous le dis, en tant qu'expert, dans tout, là aussi les standards internationaux, la jurisprudence internationale est là. On a deux choix. Soit on dialogue avant, pendant et après, soit on dit on va dialoguer quand on sera obligé après. C'est pour ça que je appelle toutes les parties à accepter d'aller au dialogue avant, pendant et de continuer le dialogue après les élections. D'accord. Alors une question, M. Kiridi, les kits électoraux sont-ils le fait d'un don de l'Afrique du Sud à la Guinée, ou bien il y a des traces au niveau du trésor public de l'achat de ces kits? Encore une fois, ça c'est une question qui justement répond à la sacro-sainte règle d'indépendance de la CENI. C'est à la CENI de répondre ça. Mais le chef de l'État s'est prononcé sur la question, c'est pourquoi je vous la pose. Encore une fois, le chef d'État a une compétence générale. Le petit ministre secrétaire général que je suis... n'a pas petit. Non, c'est ça. Donc, encore une fois. Bien, mais il n'a pas répondu à la question. Il vous a répondu, il a dit que le chef de l'État va la CENI. Oui. La CENI. Moussa. Est-ce qu'il y a des Moïse, toi aussi. Moïse, la question appartient à la CENI. Bien. La question appartient à la CENI. Attendez que les gens... Alors, juste... Allez-y, Bantanko. Alors, cette question, est-ce qu'en prenant cette décision, le président, en convoquant le corps électoral, est-ce que il s'est dit, c'est une décision qui va être un pavé lourd dans le marécage politique? Est-ce qu'il s'est dit que ça va perturber le climat social, ça va provoquer des réactions comme l'opposition l'a déjà annoncé avec la manifestation? Est-ce que vous n'avez pas peur que brusquement le climat social se détériore? On était tout de même dans une phase de détente politique. Encore une fois, et cette détente, on la devait à qui? Les initiatives ont été prises par le président de la République. Aussi, c'est vrai, on a eu des frères en face de l'opposition qui ont répondu positivement à ces initiatives et qui ont même pris d'autres. Nous comptons sur les uns et les autres pour continuer justement à apaiser le climat social. Mais encore une fois, le président de la République a pris sa décision en toute responsabilité, en se fondant sur les règles de l'égalité. Bien, un temps imparti, hein. Allez-y Moussa. Dernière question, il y a beaucoup de cacophonie dans le secteur minier guinéen. Beaucoup d'observateurs disent que les questions minières guinéennes sont le fait du prince de Sékou Touré. Est-ce que vous pensez? Le code minier a été publié. Le code minier a été discuté et certaines dispositions de ce code ont fait objet de critiques argumentées de nos partenaires. Au vu des intérêts à sauvegarder notre pays, il a été demandé au CNT de revoir ces dispositions-là. Encore une fois, l'option de Monsieur le Président de la République, c'est de veiller à ce que les ressources naturelles de notre pays profitent aux populations guinéennes. Et c'est cela qui compte. Maintenant, le délai qu'on met pour avoir des bons accords est un délai forcément long. Le délai qu'on met pour signer des bons contrats est un délai forcément long. Parce que la mauvaise habitude avait été prise par des sociétés internationales minières et par nous aussi, il faut reconnaître, d'aller rapidement
à la contractualisation des exploitations et de se retrouver avec les intérêts légitimes de notre pays. Mais on a l'impression que les lobbyistes ont assez de pouvoir sur le secrétariat. Sur la question par exemple de Roussel Friguia, le chef de l'État n'arrive pas à agir. Voilà. Monsieur Bangora, comme il a déjà, il pas déjà sur ce cadre-là, aujourd'hui la question qui se pose, pourquoi le professeur Alpha Condé ne peut pas hausser le ton contre les Russes qui ont mis quand même pendant plus d'une année des employés au chômage? Écoutez-moi, Bantanko, toi et moi, nous avons des liens particuliers avec Fria. Hein, j'y ai vécu et travaillé un certain nombre d'années, et je crois que c'est ta préfecture d'origine. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les braves travailleurs de l'usine de Fria, qui sont un patrimoine culturel pour nous, parce que c'est la première culture ouvrière et industrielle de notre pays. Monsieur le Président de la République a pris sur lui de contenir et de faire payer les salaires par le Trésor public pendant tous ces ans. Mais un chef d'État est comme, excusez-moi, une poule et ses poussins. Lui peut sauter le feu, mais est-ce que les poussins peuvent le suivre? Le président de la République, sa première mission est de protéger le travail des Guinéens, de protéger l'outil industriel. C'est pas de faire le bravo devant les gens. Pourquoi il l'a fait? Mais non, il l'a pas fait. On a vu Mohamed Saïd Fofana à Fria, on sait bien ce qu'il a dit, monsieur. Écoutez-moi. Il faut être réaliste. Écoutez-moi. Mais si. Il faut être réaliste, on sait ce qu'il a dit à Fria, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit à Fria? Ben justement. Il avait promis la reprise donc de l'usine avant 2013. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne l'usine dans des conditions qui nous pousseront à l'arrêter dans 3 mois, dans 4 mois, ou est-ce que vous voulez, tout en compatissant, tout en partageant, mais pourquoi faire des effets d'annonce dans ce cas? Tout en partageant la douleur et la perturbation que cela cause aux familles de Fria, desquelles je suis très proche. J'y ai fait la partie de ma carrière dont je suis le plus fier. Je suis arrivé à Fria en 95, le taux de scolarisation était à 21%. Quand nous avons quitté Aide et Action, le taux était à 102%. On avait de l'importation scolaire dans Fria. Je connais la situation de Fria. Je vous dis, les populations de Fria peuvent compter sur le président de la République. Le travail qu'on est en train de faire est un travail à long terme. C'est un travail de durabilité, c'est pas un travail événementiel. La grande commission mixte guinéo-russe n'aboutit pratiquement à rien. Non, dites que vous avez raison, vous parlez de communication tout à l'heure, vous êtes des experts vous aussi dans ça, n'est-ce pas? Voilà. Attendez la communication du gouvernement là-dessus. Je crois que le ministre des Mines de la République fédérale de Russie était en Guinée, et c'est pas par hasard que c'est le ministre des Mines qu'on a envoyé pour la commission mixte russo-guinéenne. Voilà, même si la campagne n'est pas déclenchée, on a un temps parti. Nous allons essayer de passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Et notre invité ce matin est trop fort, mesdames et messieurs. On va essayer de tester dans un instant. Kiridi Bangoura, il faut le rappeler, voilà, secrétaire général à la présidence de la République. On va essayer de tester ça, mon cher Bantanko. Vous partez avec la première question. Monsieur Bangoura, oui ou non, il était inadmissible pour le professeur Alpha Condé que le Mali aille aux élections en juillet alors que la Guinée n'est pas encore partie? Le président de la République a pris sa décision par rapport à la Guinée en tenant compte du contexte international. Il n'a pas pensé particulièrement au Mali. Plutôt au Mali, il pense à la restauration de l'intégrité territoriale et au retour de la liberté et de la sécurité pour nos frères et sœurs du Mali. Alors, selon des informations que nous avons reçues, un danger planerait sur la Guinée, raison pour laquelle les diplomates occidentaux ont demandé au président de la République d'organiser vite et très rapidement les élections législatives, oui ou non. Vous êtes trop fort. Quel danger? Je ne sais pas. Vous savez, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du chef d'État. On risque d'être lâché par la communauté internationale. Non, aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. Pure spéculation, aucun risque. Et vous savez, un chef de l'État veille à la sécurité du pays. Il tient compte de tout ce qu'il a comme information pour prendre les dispositions pour cela. Mais en aucun cas un danger quelconque. Alors quelle est l'information qu'il avait? N'est à la base de la prise de décision présidentielle. Voilà. Oui ou non, monsieur le ministre, cette décision, ce décret de convocation du corps électoral porte un coup de grâce au processus de dialogue politique? Non, non et non. Au contraire. Oui ou non, monsieur Kiridi Bangoura, d'Addis à Conakry, c'était une épine dans les bottes de Sécoutoria? Non, pas du tout. Alors, je voulais en profiter pour vous dire qu'il faut séparer. Vous avez vu nos excès, comment nos excès nous rendent humbles parfois. Quelques mois plus tard, tout le monde a dit ici, de notre frère capitaine Moussa a dit ce qu'il a voulu. Mais on a une situation humanitaire, sociale, traditionnelle, où il a perdu sa regrettée mère.
Qu'est-ce que vous voulez qu'un chef d'État, un père de la nation fasse si ce n'est pas faciliter le recueil du fils ainsi éprouvé? C'est ce qui a été pris comme décision. Je vous signale, standard international toujours, que Jean-Pierre Mbemba, emprisonné à la CPI, a été autorisé de venir s'incliner sur la dépouille de son père. Sauf que la dépouille mortelle de la mère de Dadis est venue à Conakry. Oui. Dadis Camara n'a pas eu l'autorisation de venir à Conakry. C'est la question que nous nous posons. Pourquoi? Pour avoir une autorisation, il faut l'avoir demandé. S'il vous plaît, encore une fois, regardez la joie du fils d'avoir fait la dernière œuvre pour sa mère. Regardez cela. Et ne parlez pas d'une autorisation qui a été refusée parce qu'elle n'a pas été demandée. S'il vous plaît. Bien. Allez, monsieur le ministre, vous avez beaucoup de caméras dans ce studio. Cette caméra, vous allez essayer de la regarder. Et surtout, essayer de convaincre, si vous voulez, ces Guinéens qui vous regardent en ce moment sur Gangan TV. Je voudrais dire aux Guinéens qu'il est important aujourd'hui que chacun et chacune se lève pour aller se faire enrôler en tant qu'électeur. Parce que le paradoxe de la démocratie, c'est qu'on a tous le droit de participer à la vie politique, mais on ne peut le faire que sous certaines conditions. La première de ces conditions, c'est d'être électeur, d'être enregistré dans le fichier électoral de son pays. C'est l'urgence de l'heure. Il est important que tous les Guinéens s'apprêtent à aller se faire enrôler. Deuxième appel, je demande à mes frères aînés de l'opposition et de la majorité de continuer le processus de dialogue, de mettre au-dessus de tout l'intérêt de la Guinée, mais aussi de penser aux risques institutionnels que la violence engendrerait pour notre pays. Il est important qu'on avance dans la construction de notre démocratie. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, monsieur le ministre? Ce qui n'a pas été dit, c'est que vous êtes une très bonne équipe et que pour venir ici, il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer, et bien manger même. Et bien manger, et à 5 h du matin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Au revoir. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Voilà, nous avons deux invités ce matin. Maintenant s'installe dans notre studio. Et là, Cellou Dalein Diallo, il faut le rappeler, le président de l'UFDG, membre du collectif, donc qui s'installe dans notre studio. On va aller droit au but avec le président de l'UFDG. Elhadj, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bienvenue encore une fois à Bakar Diallo. Elhadj, bonjour. Une fois encore, merci de répondre à notre invitation. Vous avez suivi l'annonce de la date des élections législatives fixée désormais au 30 juin par le président de la République. Alors, je sais pas. Allez-y, Abakar. Alors, quels sont vos premiers sentiments, Elhadj? C'est un sentiment de déception. Ouais. Non pas que nous faisions absolument confiance à M. Alpha Condé et à son gouvernement, mais compte tenu des efforts qui avaient été faits ces derniers temps pour apaiser, pour rassembler, pour ouvrir un dialogue constructif, nous nous attendions à ce que on attende quand même l'issue de ce dialogue pour prendre une décision aussi importante qui logiquement ne pouvait être prise qu'à l'issue du dialogue, après que les points inscrits à l'ordre du jour de ce dialogue soient traités. Alors sincèrement, vous vous attendiez à cela ou pas du tout? Écoutez, la rumeur avait circulé disant que le décret est préparé, il est même signé, on devrait le publier ces jours-ci, mais bon, on hésitait un peu, puisque lorsqu'on a rencontré M. le Premier ministre à son bureau, il nous a fait comprendre que le dialogue allait avoir lieu, qu'on allait traiter toutes les questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Je ne voyais pas pourquoi, pour quelle raison le gouvernement, enfin Monsieur le Président de la République aurait pris ce décret convoquant les électeurs à la date du 30 juin, et surtout que lorsqu'on a consulté les commissaires issus de l'opposition, ils n'étaient pas au courant de ça du tout. Ça n'a pas été discuté au sein de la CENI. Alors, M. Dalein, les questions, il y a beaucoup de conditions périphériques autour du processus électoral, mais le noyau reste le même, c'est-à-dire qu'on maintient le système Sabari, l'opérateur Wemax Sabari Technologies. Est-ce que ce ne sont pas des garanties que vous, en tant qu'opposant, vous devez accepter, parce que tout le combat que vous menez, c'est sur la transparence de ce scrutin, et il y a des experts internationaux qui vont certainement l'assurer. Oui, mais il y a des malentendus. Il faut savoir pourquoi nous avons voulu jusqu'à présent récuser les marques Sabari. Parce qu'il y a une confusion. C'est d'abord une question de confiance. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé ici, vous l'avez interrogé sur les raisons pour lesquelles Sagem a été renvoyé. La réponse n'était pas la bonne.
Vous savez que le gouvernement avait dit que SAGEM, c'est pas la Guinée qui l'a recruté et que le gouvernement ne disposait pas du fichier de la SAGEM. C'est à l'époque que les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés, ont décidé de procéder à une remise solennelle. Alors que c'est ce fichier qui a permis d'aller aux élections, à l'élection présidentielle, et ce fichier était bien entendu détenu par la CENI. Mais face à la persistance du pouvoir de dire que le fichier de la SAGEM n'était pas entre les mains du gouvernement, les partenaires techniques et financiers avaient décidé de faire une remise solennelle. Bon, juste pour couper court à cette rumeur qui n'était pas fondée, selon laquelle le fichier de la SAGEM était entre les mains du PNUD. Donc SAGEM a été renvoyé sans qu'un motif valable ne soit donné. Parce que SAGEM a été recruté à l'issue d'un appel d'offres international qui a été dépouillé au niveau du PNUD. À l'époque, il y avait eu beaucoup de soumissions, une dizaine de sociétés avaient soumissionné. Et il y avait l'option de procéder à la révision de la liste électorale en 2011 ou en 2012. Cette option était dans le contrat de base. Elle pouvait être exercée par le gouvernement ou pas. Ça aussi, c'est la réalité. Mais le gouvernement n'en voulait pas. Il a dit qu'il ne veut pas de la SAGEM. J'aime rappeler à chaque fois que j'ai l'occasion de m'expliquer. Lorsque, après la proclamation des résultats du premier tour, les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés, ont estimé qu'il était bon pour la Guinée d'organiser immédiatement les élections législatives. Ils sont venus nous proposer, et c'est Vandam qui a dirigé la délégation qui s'est rendue chez moi, pour demander à l'opposition, ou en tout cas au chef de file de l'opposition, d'accepter d'aller aux élections au mois de mars 2011, aux 4 conditions ci-après, avec le même fichier sans révision, avec la même CENI sans recomposition, avec le même président de la CENI, le général Sangaré, avec le même opérateur, la SAGEM. Monsieur Vandam est venu à la maison me faire cette proposition au nom de tous les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral. Je lui ai demandé 24 heures, le temps pour moi de consulter la direction de mon parti et ceux qui m'avaient soutenu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous nous sommes retrouvés chez Sidia et puis on a débattu. Je me souviens, beaucoup de gens disaient non, on a trop de griefs pour cette CENI-là, on ne peut pas la laisser faire. Mais ceux qui connaissaient M. Alpha Condé ont dit attention, si vous laissez Alpha Condé prendre le contrôle du pays, faut plus espérer avoir des élections transparentes. Vaut mieux aller maintenant dans les 4 conditions. J'ai appelé M. Vandam, il est venu à la maison, je lui ai dit qu'on est d'accord. Élection législative au mois de mars, aux 4 conditions que je viens de rappeler. Mais lorsqu'ils sont allés voir M. Alpha Condé pour lui proposer ça, il a dit qu'il n'ira jamais aux élections avec le même fichier, avec la même CENI à l'époque, avec la SAGEM, et qu'il lui faut tout reprendre. Il va même organiser des symposiums sur les CENI et que désormais il y a un président démocratiquement élu, le premier ambassadeur qui lui parle d'élection, il le foutrait dans l'avion. Bon, ça c'est le passé. Maintenant, SAGEM a été renvoyé. Je dis, Weymark et Sabari ont été recrutés dans des conditions opaques, suspectes. Alors, je rappelle ici, ce n'est pas seulement les machines, parce que c'est des sociétés avec des hommes qui ont été recrutés et nous n'avons pas confiance parce que nous pensons qu'ils ont été recrutés par une des parties qui sera de la compétition. Ce n'est pas la qualité et l'état ou la fiabilité des machines seulement qui est en cause. Mais il y a les le contrat de la SAGEM n'était-il pas arrivé à terme en 2011? Je dis qu'il était arrivé à terme, mais il y avait une option pour la révision. Vous pouvez faire un contrat de base avec l'option que l'autre partie peut exercer. C'est-à-dire que dans le contrat de base, vous pouvez le vérifier, il y avait le contrat pour la création du fichier, le recensement des électeurs, mais il y avait en option la révision de la liste une année après. Voilà. Et là, c'est Louis-Alain Diallo, invité exceptionnel ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Gangan TV. Vous nous écoutez partout dans le monde, le Fouta nous écoute, mais aussi Kakandé. On va essayer de marquer une petite pause de 6 minutes. On revient avec vous pour continuer le débat avec Kotoselou. Bienvenue. Les élections sont convoquées pour le 30 juin. Ça signifie que Weimar est avalisé. Ça signifie que les Guinéens de l'extérieur sont exclus. Ça signifie que le fonctionnement de la CENI ne sera pas discuté. Ça signifie qu'on n'établira pas à l'issue du dialogue un chronogramme en fonction des décisions qu'on aura prises.
au terme du dialogue. Donc le dialogue devient sans objet. Ouais. En clair, vous allez boycotter les élections et la cellule de Diallo? Non, on ne va pas les boycotter. On fera tout en usant de tous nos droits pour qu'elles n'aient pas lieu sans nous. Ouais. Alors, l'autre point aussi qu'il faut revenir là-dessus, on vous a vu récemment au Sénégal, à Dakar, vous avez rencontré le président Alpha Condé. Dites-nous un petit peu le contenu de cette rencontre et la cellule d'Alain Diallo. Qu'est-ce qui vous êtes dit exactement? Je l'ai rencontré à Nouakchott. Oui, à Nouakchott, c'est ça, à Mauritanie. En présence du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et de M. Saïd Zinit. Ouais. Chacun d'entre nous a décliné ses positions et les arguments qui les soutiennent. On n'est pas arrivé à un accord. On s'est seulement réjoui de l'ouverture prochaine de ce dialogue, au cours duquel donc toutes ces questions devraient être discutées. Ben, comme on l'a dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une pression sur le président de la République? Parce que selon nos informations, l'ambassadeur des États-Unis vous a d'ailleurs rencontré et vous aurez donc demandé de laisser le président organiser des élections. Vous confirmez cette information? Non. L'ambassadeur des États-Unis ne m'a pas demandé de laisser le président organiser. Qu'est-ce qu'il aurait dit? L'ambassadeur des États-Unis nous a encouragés à aller au dialogue pour discuter des problèmes, des divergences qui nous opposent au pouvoir. Monsieur Lascaris, attendez, c'est important de savoir. Il a mené la même démarche auprès du président de la République. Il m'a dit il faut aller aux élections, au dialogue, dans le souci de trouver un consensus. Il ne s'agit pas de dire que sur cette question, j'ai une position qui n'est pas négociable. Il l'a dit au président de la République, il nous a dit, sinon il n'y a pas de dialogue. Si vous n'acceptez pas de discuter de la question de Wemark, vous ne discutez pas du vote des Guinéens de l'extérieur, ça signifie qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un dialogue. Parce que c'est ça qui oppose le pouvoir et l'opposition. C'est les qu'il avait dit que vous pouvez boycotter les élections, mais pas les empêcher, parce que... Est-ce que Lascaris l'a dit? Il ne m'a pas dit ça. Ouais. Donc, pensez-vous quelque part qu'il y a une ingérence de la communauté internationale en ce qui concerne ce décret ce week-end? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je déplore, c'est que le président de la République, qui est responsable de la paix, qui est responsable de la tenue de bonnes élections dans une certaine mesure, après avoir, disons, favorisé l'ouverture d'un dialogue par les démarches menées par le Premier ministre, se réveille et décide d'oublier tout ça et de prendre son décret et de rendre ainsi le dialogue sans objet. Alors, Monsieur le Président, vous avez là une expertise de l'Union européenne faite par Alex Zigel le samedi 23 février 2013. Ce n'est pas la seule expertise. Il y a eu beaucoup de techniciens qui sont venus, OIF, PNUD. Tout cela n'a pas réussi à vous convaincre. Qu'est-ce qui est véritablement le problème? Est-ce le matériel qui est utilisé par Wemark Sabari Technologies ou bien les hommes qui manipulent ce matériel? Écoutez, c'est les deux, c'est un tout. C'est les sociétés. Nous avons des doutes sur leur capacité à tenir la balance égale entre les compétiteurs. Ces sociétés ont été choisies dans la plus grande opacité par l'une des parties, par le président de la République. Il ne nous a jamais dit pourquoi ils ont renvoyé Sagem. Nous n'avons pas insisté pour que Sagem fasse la révision. Nous avons dit il faut faire un appel d'offres, rédiger un cahier de charges, parce qu'on doit non seulement exiger des critères de compétence, de technicité, mais aussi on veut une société qui a une réputation. Une réputation de sérieux, d'intégrité et de capacité de gérer un fichier électoral sans favoriser une des parties en compétition. Malheureusement, on ne nous a pas entendu. Le président a recruté tout seul cette société et l'a imposée à la CENI. Nous avons dit que nous n'avons pas confiance. Ce n'est pas seulement une question de l'état des machines. Il est vrai que lorsque les audits ont été menés, d'abord par le PNUD, ensuite par l'OIF, ces organisations, leurs experts plutôt, ont décelé des lacunes graves qui permettaient justement de tripatouiller le fichier et de fausser les résultats. Ils ont demandé à ce que ces faiblesses soient corrigées, mais nous, c'est un tout, c'est les sociétés. Sabari et Wemark ne peuvent pas emporter notre adhésion, notre confiance pour la révision du fichier électoral et surtout pour la gestion informatique de ce fichier pendant le processus électoral. Alors, si nous comprenons bien, vous avez beaucoup plus donc ce manque de confiance vis-à-vis des personnes qui pilotent ces machines.
Les deux, vis-à-vis des personnes, oui, de la société en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas, la société Wemark n'a pas une bonne réputation. Le système des Nations Unies l'a exclu des sociétés fiables de biométrie. C'est connu. C'est quand même une société estampillée ISO. Attendez, je ne suis pas sûr de ça, mais ce qui est vrai, c'est les conditions de recrutement. Il a été recruté pourquoi? Sur la base de quels critères? Ce n'est pas seulement sur sa compétence, c'est pour des raisons subjectives, en raison des affinités qu'elles pouvaient avoir avec le président de la République, qu'elles ont été recrutées. Pour une matière aussi sensible que les élections, il faut le faire dans la transparence, parce qu'on a besoin de la confiance de tous les participants aux élections. Alors, les dernières mesures de sécurisation et de transparence annoncées cette semaine, la fin de semaine passée par le gouvernement, ne vous rassurent-elles pas aussi? Écoutez, d'abord, ce n'était pas vraiment la déclaration du porte-parole du gouvernement. Nous étions dans une dynamique de dialogue où la question de Wemark devait être traitée. Parce qu'on a accepté 3 choses. On a accepté que le dialogue mette en présence une délégation de l'opposition et une délégation du pouvoir. Le cadre donc. Le cadre du dialogue a été défini. On a accepté qu'un médiateur international vienne appuyer ce dialogue-là. Et le gouvernement a écrit au secrétaire général des Nations Unies pour la mise à disposition de ce facilitateur ou médiateur. On a accepté qu'on va discuter du Wemark, du vote des Guinéens de l'extérieur et du fonctionnement de la CENI. Alors, si on prend des décisions à la veille de l'ouverture de ce dialogue, pour rendre justement ce dialogue sans objet, parce que les questions qui devraient être discutées, c'est-à-dire que le gouvernement a pris des positions. Pour vous, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Pour vous, c'est une mascarade électorale? Oui, pour moi aujourd'hui, parce qu'on cherche des explications. Pourquoi le gouvernement, M. Alpha Condé, s'accroche tant à Wemark? Pourquoi il a choisi, dans les conditions que je viens de décrire, Wemark, sans informer personne? Et depuis octobre 2011, Wemark est en train de travailler ici, avec Sabari, sur le fichier et la confection, à l'époque, disait-on, des cartes d'identité. On a tous les documents. Alors que personne n'était informé, à l'époque, des conditions de recrutement de ces sociétés. Nous, on a dit, bon, nous n'acceptons pas Wemark, quelles que soient les améliorations qui seraient faites dans le système, parce que nous voulons une société qui est choisie dans la transparence. Et justement, alors, Kérédi le rappelait tout de suite quand il était dans ce studio, comme quoi, déjà, vous recusez l'arbitre. Pourquoi ne pas, allez, on va dire, mettre Wemark dans le bénéfice du doute à dire, on y va, et après on verra. Quel effort pouvez-vous faire maintenant? Et là, c'est Loudana Diallo. Non, nous sommes attachés à la paix. Les violences post-électorales qu'on a évitées à l'élection présidentielle, il faut qu'on les évite lors des législatives, qui sont des élections moins importantes que l'élection présidentielle. Il faut donc se battre maintenant pour réunir les conditions d'un scrutin équitable. Parce que si on a confiance, quels que soient les résultats annoncés, on peut les accepter. Si on ne met pas en évidence vraiment des fraudes. Mais le pouvoir a fait beaucoup de concessions aussi. Le président Alpha Condé, il a fait beaucoup de concessions. Mais nous aussi, on a fait des concessions. On a renoncé. Aujourd'hui, tous les élus locaux, regardez les quartiers de Conakry, tous les chefs de quartier ont été changés pour mettre des gens du RPG. Les 5 communes, il n'y a qu'une seule commune qui s'était illustrée dans le soutien de M. Alpha Condé pendant le 2e tour, qui n'a pas été dissoute. Tous les élus locaux aujourd'hui, c'est soit vous faites allégeance au pouvoir si vous êtes démis de vos fonctions. Aujourd'hui, l'administration territoriale est avec lui, puisque les préfets sont invités à soutenir le parti présidentiel. Tous les élus locaux sont pratiquement avec lui. La CENI avec lui. L'opérateur technique doit être avec lui. C'est celui qui est lui-même, il a personnellement choisi. Alors qu'en pareil cas, qu'est-ce qui coûterait aujourd'hui au gouvernement guinéen, pour la paix, pour la transparence des élections, de faire appel aux Nations Unies? Justement, le facilitateur a été choisi. Il a été choisi, Saïd a été choisi. Est-ce que vous allez retirer vos membres au sein de la Commission électorale nationale indépendante? Oui, nous avons décidé hier de leur demander de quitter le CENI. Comment on peut fixer la date des élections sans que la CENI n'en débatte?
Ils n'ont pas été associés à aucune décision importante prise par la CENI depuis que M. Bakary Fofana est là. Alors vos représentants étaient d'ailleurs surpris également de voir ce décret, de l'annonce de cette date. Ils étaient surpris, ils ne sont au courant de rien. Alors, et on l'a dit ici, et beaucoup de gens ont dit. Lorsque le rapport de la francophonie est venu, M. Bakary Fofana a refusé de le diffuser aux membres de la CENI. On l'a caché. Et le chronogramme a été décliné sans que la CENI ne l'approuve dans les formes appropriées, puisque la plénière ne s'est pas réunie. Le transfert des données du système SAGEM au système Waymark a été réalisé sans que la CENI n'en décide, et personne jusqu'à aujourd'hui ne sait qui a procédé à ce transfert. L'affichage, la décision d'afficher les listes, le préaffichage a été décidé sans que la CENI n'en décide. C'est toujours le président de la CENI avec la présidente qui en décide. Aujourd'hui, il y a tellement de décisions concernant ce processus qui ont été prises à l'insu de nos commissaires qu'ils n'ont plus leur raison d'être là. Pourquoi être là? Ils ne sont pas associés. La date des élections, le nouveau chronogramme, on ne le connaît pas. Il n'a pas été élaboré ni discuté au niveau de la CENI. On écoute comme ça, on est membre de la CENI, que les élections auront lieu le 30 juin. Est-ce que c'est une date qui émane de la CENI le 30 juin? Ou bien c'est le professeur Alpha Condé qui l'a fixé tout seul? Pour moi, ça n'émane pas de la CENI. Parce que la vice-présidente de la CENI n'est pas au courant. Les autres membres de la CENI, en tout cas issus de l'opposition auxquels j'ai pu parler, n'ont pas et ont été autant surpris que moi de voir quand même une nouvelle date, alors que cette date n'a pas été discutée au sein de l'institution. Saïd Djinit vient d'être donc désigné par la communauté internationale comme facilitateur international dans le cadre de concertation. Est-ce que vous êtes toujours prêt à aller vers ce cadre de concertation? C'est pour quel dialogue? On va discuter de quoi? Peut-être pour modifier tout ce qui a été fait maintenant. On peut modifier en dialoguant, non seulement, pas peut-être sur la date, mais non seulement par rapport à l'opérateur et par rapport au vote des Guinéens de l'étranger. Alors, peut-être que M. Saïd Djinit va exercer ses talents d'abord auprès du président de la République et du gouvernement pour revenir sur ce qui a été fait pour créer en ce moment le cadre, les conditions d'un dialogue. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important aujourd'hui d'aller dans ce cadre de concertation avec Saïd Djinit et lui exposer clairement vos revendications et un résultat trouvé peut-être qui pourra faire pression sur le président de la République? Je pense que s'il vient, il va nous voir, soit dans le cadre du dialogue, soit à titre bilatéral. Et nous sommes prêts à lui expliquer que vraiment, nous ne voyons pas de quoi on va discuter. La date est fixée, Waymark est validé. On avait écouté le porte-parole du gouvernement 2 jours avant pour préparer justement la diffusion de ce décret, dire qu'en tout cas, Waymark est sécurisé, toutes les dispositions sont prises, alors que ces arguments auraient dû être présentés au dialogue. C'est vrai, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la fixation de la date, peut-être encore Waymark devait peut-être rester, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'issue du cadre de dialogue, vous pourrez obtenir quelque chose, si ne serait-ce que peut-être vous changer l'opérateur Waymark? Écoutez, nous acceptions d'aller au dialogue avec l'espoir de convaincre du bien fondé de nos positions, parce que nous avons des arguments. Le dialogue, c'est vraiment une confrontation des arguments, pour que vraiment on fasse recours au droit, à la loi, pour essayer de trancher les questions. Nous étions sûrs de nos arguments et du bien fondé de nos positions. Nous étions prêts à aller au dialogue. Mais si on préfère encore l'usage de la force, parce que le décret c'est la force. Monsieur Diallo, ce que nous ne comprenons pas, parce que tout simplement, si le professeur Alpha Condé avait pris la décision de récuser Waymark, je pense que vous pouviez dire que vous n'avez plus d'objectif pour aller au dialogue. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même, c'est-à-dire c'est le statu quo. Waymark reste, le vote des Guinéens de l'étranger n'a pas encore été admis. Est-ce que vous ne pensez pas judicieux d'aller vers ce cadre de concertation pour essayer de trouver, en tout cas, obtenir quelque chose? Attendez, on a décidé d'ouvrir le dialogue, pourquoi? Pour traiter ces deux questions. Oui. Mais ce n'est pas dit que absolument vous allez avoir faveur au niveau de ce cadre de dialogue. Oui, lorsqu'on va, il y a certains communiqués qui insistent sur la bonne foi. C'est sûr que si on est en face du pouvoir, avec un médiateur international à côté, nous déclinons nos arguments, nous défendons nos positions. Je pense que c'est la raison qui va prévaloir, le droit. Mais si on décide à l'avance, parce que bien avant ça, M. Alpha Condé avait dit que Waymark c'est pas négociable, le vote des Guinéens n'est pas négociable. On lui a dit non, si vous voulez aller au dialogue, il faut accepter de discuter des divergences qui vous opposent à l'opposition. Sinon, ce n'est pas la peine d'ouvrir un dialogue. Et si aujourd'hui, par l'acte qui est posé avant-hier,
la question de Weimar est réglée, c'est la question de Guinée de l'extérieur est votée, la récession du calendrier est réglée, de quoi on va discuter? On ne peut plus discuter, parce qu'on aurait pu, disons, au terme du dialogue, qu'il y ait consensus ou pas, et constater qu'il n'y a pas d'accord, et après peut-être prendre les décisions qu'on veut. Mais on ne peut pas, à la veille de l'ouverture du dialogue, déjà régler toutes les questions et dire, bon, l'État a tranché, désormais, c'est le 30 juin, c'est Weimar Sabari, il n'y a plus de débat. Alors, Monsieur le Président, conséquence directe de la fixation de la date par le Président de la République de ces élections législatives, vous avez, à l'issue d'une réunion hier, appelé à une nouvelle série de manifestations qui débutent ce jeudi. Est-ce que vous pensez que de cette manière, vous allez pouvoir faire reculer le gouvernement? Lorsque vous êtes victime d'injustice, lorsque vous êtes en face d'un gouvernement qui ne veut pas de dialogue, qui veut faire du forcing, qui veut toujours vous mettre devant le fait accompli, et que, écoutez, vous attirez l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui prévaut, sur la situation, parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est un droit consacré par la Constitution de la République, vous faites des marches pacifiques pour que les gens comprennent que ça ne va pas, que vous n'êtes pas content, que vos droits sont violés, que vous êtes victime d'injustice. Mais vous espérez quoi avec ces manifestations finalement? Nous espérons que M. Alpha Condé va revenir sur sa décision et va ramener le débat autour de la table de la négociation pour qu'on essaye au moins de trouver un consensus par rapport aux divergences. Cette Ginit donc qui a été choisi comme facilitateur, est-ce que après la publication de ce décret, vous avez tenté de rentrer par exemple en contact avec lui pour savoir pour lui expliquer un peu tout cela, pour voir sa réaction? Non, je n'ai pas. Avez-vous eu de contact également avec des représentations diplomatiques comme l'Union européenne qui est beaucoup engagée ou encore l'ambassadeur des États-Unis? Non. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, il y a une voix qui s'est levée au sein de vos différents blocs pour dire l'opposition doit se constituer en alliance électorale et essayer d'aller à ces élections législatives. C'est une option qui peut être acceptée? Non, on n'est pas là. Nous sommes en train de nous battre pour que soient réunies les conditions d'un scrutin équitable et transparent. Si ces conditions sont réunies, après on verra comment on va aux élections. Alors vous voulez manifester, la plaie est encore béante, vous avez des détenus qui ont été, certains ont été condamnés, d'autres sont encore en procès maintenant là. Allez à une nouvelle manifestation, vous savez qu'éventuellement on peut s'attendre à d'autres arrestations, à d'autres blessés, et c'est pas mon souhait, à d'autres morts. Pourquoi continuer ces différentes descentes aux enfers, monsieur le Président? Parce que toutes les autres voies de recours sont bouchées. On n'a pas de recours. On n'a pas de recours face à un pouvoir qui ne veut rien entendre et qui tantôt essaye de soigner son image en se montrant disposé à aller au dialogue, mais qui pose des actes qui sont vraiment contraires à un tel objectif. Regardez, même aujourd'hui, comment ça s'appelle, la CENI, le gel des activités n'est pas effectif. Il y a beaucoup de localités dans lesquelles le recensement continue. On avait obtenu l'engagement du gouvernement de faire en sorte que les jeunes soient libérés. Et beaucoup d'entre eux sont condamnés à des peines de prison ferme de 6 mois. Et donc, aucun engagement qui était pris avant même le décret pour faciliter, pour favoriser l'apaisement et la réunion de conditions d'un dialogue franc et de bonne foi, ces conditions ne sont pas remplies. Mais ensuite, il est venu le décret avant-hier qui valide définitivement Weimar Sabari et qui fixe donc la date des élections au 30 juin. On n'a pas de recours, on est obligé de revendiquer, on est obligé d'organiser ces manifestations pacifiques qui sont autorisées par la Constitution pour amener M. Mais si elles étaient interdites, si elles venaient à être interdites par les autorités, les autorités n'ont pas le droit de les interdire. C'est consacré par la Constitution. La Constitution a autorisé. Nous avons une obligation d'information. Pour des raisons de sécurité et de paix? Pour des raisons de sécurité et de paix, mais ça ne se justifie pas. Bien. Oui, est-ce que la dernière question peut-être à ce stade, l'opposition ira-t-elle au cadre de concertation, oui ou non? À ce stade, non. Parce qu'on ne voit pas l'intérêt, l'utilité d'aller à un dialogue alors que les questions qui devraient être débattues sont traitées par la force.
Bien. Et là, c'est Louis-Alain Diallo, invité exceptionnel ce matin dans la GG. Nous arrivons au terme de notre émission, mais bien avant, on passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Et ça ne le ressemble pas à invité exceptionnel ce matin chez le GG Ahmed Kamara. Alors, monsieur Seloudalin Diallo, on le sait très bien, le président a décidé donc d'appeler le corps électoral. Oui ou non, si vous manifestez et que le pouvoir continue, vous allez boycotter les élections. Boycotter pas. Abakar Diallo. Jusqu'à ce que on organise des élections. Alors, on a vu quand même le cas, je le dis parce qu'on a vu le cas au Sénégal où la population a manifesté contre la candidature de Wade, mais finalement, ils sont allés aux élections. Est-ce que si vous continuez à manifester et que le pouvoir continue et que le jour des élections arrive, finalement, quelle va être votre réaction? On va manifester même le jour des élections. Il n'y aura pas d'élection. Monsieur le Président, on entend souvent que vous êtes l'opposition républicaine. Oui ou non, avec ce qualificatif, ne serait-il pas important au nom de la paix que vous acceptiez de boycotter les élections, mais de ne rien faire pour les empêcher? Écoutez, nous voulons exercer nos droits. Nous voulons aller aux élections. Nous voulons être représentés dans notre Parlement. Nous voulons simplement nous assurer que les conditions d'un scrutin équitable sont réunies. Et nous allons exiger que ces conditions soient réunies en utilisant tous les droits qui nous sont octroyés par la Constitution et les lois de la République. Oui ou non, vos militants commencent déjà à se lasser de ces différents appels à descendre dans les rues parce que tout simplement, derrière, ce sont eux qui se trouvent en prison et qui sont jugés après. Non, les militants ne se sont pas lassés. Les militants sont déterminés à mener le combat pour l'avènement d'une société démocratique en Guinée. Ils savent qu'ils ne se battent pas pour l'accession de XY au pouvoir. Ils ont besoin de vivre dans une Guinée démocratique et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Oui ou non, vous êtes choqué aujourd'hui? Oui. Ouais. Alors, le moral au sein de l'UFDG, et là, c'est Louis-Alain Diallo, comment le moral se porte? Le moral est bon. Ouais. Parce qu'on est soutenu par la base. Les citoyens sont là, à l'intérieur comme à Conakry. Si l'UFDG lance un mot d'ordre, tout le monde se mobilise. Et ça, vous n'avez pas de doute. Est-ce que vos relations, entre-temps, se sont améliorées avec Baouri? Oui ou non? Oui, c'est l'éternelle question, hein, monsieur le Président. Ouais. Oui, elle s'améliore lentement. Bien sûrement. Bien. Alors, le peuple de Guinée vous regarde, on vous écoute aussi à l'étranger. Et là, c'est Louis-Alain Diallo. Il y a combien de caméras dans ce studio? 3 caméras. Vous allez regarder cela et surtout s'adresser au peuple de Guinée, monsieur le Président. Oui, je voudrais d'abord m'adresser aux militants et sympathisants de l'opposition républicaine pour leur dire de rester mobilisés pour exiger le respect de leurs droits. Ensuite, je m'adresserai à la mouvance et en particulier à monsieur le Président de la République pour réitérer un appel que je lui ai déjà lancé. Ces élections législatives doivent être une opportunité pour lui, une opportunité de renforcer l'image de combattant pour la démocratie qu'il souhaite avoir. C'est la première fois qu'il va organiser des élections dans son pays. Il faut qu'il montre qu'il est vraiment un démocrate. Et le combat qu'il a mené pendant 40 ans, c'était pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Si les élections ne sont pas transparentes, si les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles soient transparentes et équitables, la réconciliation sera difficile, la préservation de la paix aussi. Il faut qu'il fasse preuve de plus de responsabilité en veillant à ce que ces élections soient libres et transparentes pour que chaque parti soit crédité des suffrages que le peuple voudra bien lui donner et qu'on ait un parlement au sein duquel tout le débat aura lieu. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cette émission, monsieur le Président? Je sais pas, rappelez-moi, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Voilà. Bon, on a tout dit. Hein. En tout cas, grand merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup et je vous renouvelle mes félicitations pour la contribution que vous apportez au débat parce que l'absence de débat est source de conflit. Merci beaucoup, monsieur le Président. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin pour cette émission Les GG. Oui, demain, on va vous retrouver pour un autre numéro, entre autres, un Sega Diallo. Oui, le conflit avec le CNC. On en parle demain dans cette émission, mesdames et messieurs. Sega qui serait biaisé par le CNC, le Conseil national de communication. Demain, on en parle dans Les GG. Passez une excellente soirée sur Gangan. Au revoir.